Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, pas d'augmentation générale du salaire des fonctionnaires pour la 6e année consécutive. Le point d'indice est gelé. Est-ce à dire que leur pouvoir d'achat est en baisse? Le détail avec Jean-Paul Chapelle. Le bilan contrasté de l'attractivité française. Le nombre de projets d'investissement a bondi l'an passé, mais le nombre d'emplois a baissé. La France devra accueillir 9000 migrants de plus. C'est le plan de la Commission européenne pour soulager la Grèce et l'Italie. François Baudonnet sera en direct à Bruxelles. Le scandale de la FIFA, la Fédération internationale de football. La justice américaine arrête 7 de ses dirigeants à Zurich. Des dizaines de millions de dollars de pots de vin auraient été versés pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde. Dans ce journal également, couper les cornes des rhinocéros noirs pour sauver l'espèce. Reportage sur le vif au Kenya avec les derniers mastodontes. Et puis notre dossier ce soir sur une incroyable bévue. Dans les années 60 et 70, la France, comme l'Europe ou le Japon, a immergé des centaines de millions de pneus en mer pour créer des récifs artificiels. Aujourd'hui, une gigantesque opération de nettoyage est en cours. Bienvenue à tous et avant de développer ces titres, les lourdes portes de bronze se sont donc ouvertes. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre antenne tout à l'heure. La cérémonie d'entrée au Panthéon de Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonios, Pierre Brossolette et Jean Zay a été l'occasion d'un moment de rassemblement parfois émouvant. L'indifférence, voilà l'ennemi contemporain, a lancé François Hollande qui a lié le présent au passé. Arnaud Boutet, Thierry Curtet. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillion, Jean Zay. 4 résistants, 2 femmes et 2 hommes exemplaires. Dans la rue qui mène au Panthéon, les cercueils sont suivis par des jeunes drapés des 3 couleurs de la République. Sur les trottoirs, tous les âges et beaucoup d'émotions. L'hommage débute par la complainte du partisan, sifflé par le chœur de l'armée. C'est l'un des chants écrits à Londres pendant la guerre. 4 symboles de courage et de sacrifice. Après le « Entre ici, Jean Moulin » prononcé par Malraux en 64, François Hollande fait entrer à son tour l'esprit de résistance. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillion, Jean Zay, prenez place. Vous êtes accompagnés par le long cortège des jeunes qui vibrent à l'idée de prendre la relève de la France combattante. Les 4 résistants ont dit non et la foule répond merci. On est fiers de partager ce moment de recueillement et le fait qu'il y a eu des grands hommes et des grandes femmes qui sont en France et qui ont marqué par leurs actions. Je pense que clairement, si aujourd'hui les jeunes sont complètement pas au courant de ces choses-là et de ces valeurs-là, on ne sera plus une nation dans 25-30 ans, quoi. Pour François Hollande, cet engagement demeure d'actualité après les attentats de janvier. 70 ans après, ces haines reviennent, avec d'autres figures, dans d'autres circonstances, mais toujours avec les mêmes mots. Et c'est pour conjurer cette résurgence funeste que les Français, le 11 janvier, se sont levés. De longs applaudissements. Puis les derniers recueillements en petit comité avec les familles. Les 4 cercueils reposeront dans l'allée de Jean Moulin avec les Justes de France. La cérémonie fut une plongée dans l'histoire. Elle fait aussi partie de l'héritage national. Et à noter que le Panthéon reste ouvert au public ce soir à Paris, donc jusqu'à 22 h. La croissance est sans doute de retour, mais il est trop tôt pour en toucher les dividendes. C'est en substance le message du gouvernement pour justifier sa décision. Il n'y aura donc pas d'augmentation générale du salaire des fonctionnaires. Le point d'indice, je vous le disais, reste gelé pour la 6e année consécutive. Fabien Cazot avec notre bureau à Bordeaux. Enseignants, personnel hospitalier, policiers, agents des impôts, tous restent soumis au gel du point d'indice. Pour le gouvernement, fin de non-recevoir, pas de revalorisation, faute de moyens suffisants. La croissance est de retour, oui. Le retour sur recettes, on ne l'a pas encore. Et les fonctionnaires comprennent d'une manière globale qu'avec 44 milliards et quelques de remboursement de la dette, on ne peut pas tout faire tout de suite.
Le point d'indice sert de base au calcul des salaires dans la fonction publique. Il n'augmente plus depuis 2010. Aucun dégel n'est prévu pour le moment. Ces fonctionnaires bordelais s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. On arrive à assurer l'essentiel, le paiement des factures, des crédits, etc. Mais ça devient quand même de plus en plus compliqué et ça devient un vrai souci. C'est très préjudiciable, bien sûr. On parle d'augmentation du pouvoir d'achat dans l'ensemble de la société française, mais pour les fonctionnaires, c'est l'inverse qui se passe. Donc il y a un tassement. Seule une augmentation de 40 € par mois avait été accordée l'an dernier pour les plus bas salaires. Pour les autres, il ne peut y avoir que des mesures individuelles, au mérite ou à l'ancienneté. Insuffisant pour les syndicats qui manifestent régulièrement depuis l'année dernière. Ils réclament un retour aux augmentations générales. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. 2 questions. Est-ce à dire d'abord que le pouvoir d'achat moyen est en baisse dans la fonction publique? Oui, David, ça baisse si on regarde les moyennes. Le salaire net dans la fonction publique de l'État, 2 470 € par mois en 2013. En tenant compte de la hausse des prix, ça recule de 0,7%, moins 0,8% en 2012 et moins 0,1% en 2011. Mais si on regarde le pouvoir d'achat de chaque fonctionnaire pris individuellement, bien, il augmente grâce aux primes et l'avancement à l'ancienneté. Plus 0,9, stable, plus 0,5%. Même constat pour les fonctionnaires des collectivités. Salaire moyen, 1 850 € par mois, donc salaire moyen en baisse, mais pouvoir d'achat individuel en hausse. Et pour la fonction publique hospitalière, même chose, moyenne en baisse, pouvoir d'achat individuel en hausse. Et est-ce que ce gel du point d'indice répété plusieurs années signifie que la masse salariale du secteur public est en train de diminuer? Non, la masse salariale augmente. Regardez, depuis 2010, on est passé de 260 milliards à 278 milliards d'euros. Ça progresse à cause des augmentations individuelles et parce que les effectifs ont augmenté, en particulier dans les collectivités locales. Merci Jean-Paul. Dans les collectivités locales, justement, vous le disiez, l'heure est aux économies. On l'a souvent dit, certaines villes sont au bord de la faillite. Situation difficile, oui, mais voici comment la population décide, ici ou là, de prendre elle-même les choses en main. À Marvejols, en Lorraise, reportage Anne Domy, Françoise Mazou. Ça va? Ouais, ça va. Bien? Du rêve. Le maire accuse le coup. Sa ville est criblée de dettes, mais dans cette épreuve, Jean-François Deloustal n'est pas seul. Il peut compter sur le soutien de ses administrés. C'est comme une famille surendettée, à un moment donné, il faut tailler dans toutes les dépenses qui ne sont pas vitales. On a pris les choses en main. Et... Je suis de tout cœur avec vous. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça aide à avancer tous les jours, évidemment, parce qu'on est dans une situation de crise. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que les habitants, que la population est vraiment mobilisée à nos côtés. Chez les habitants, la solidarité s'organise concrètement. Il n'y a plus de budget pour fleurir la ville, alors plutôt que de laisser les jardinières à l'abandon, les commerçants se retroussent les manches. On les met là, Je suis une commerçante qui veut participer au fleurissement de ma ville. Donc c'est vous qui vous mettez au travail? Voilà, un petit peu, ça va prendre quoi? 5 minutes de mon après-midi. Donc... Ces bénévoles, eux, ont tenté le tout pour le tout. Faute de subventions pour organiser le festival multiculturel prévu cet été, ils ont lancé un appel aux dons sur Internet. L'élan de solidarité a dépassé leurs espérances. Déjà 4 000 € récoltés. C'est vraiment réel, c'est là. Il y a des petits, des gros chèques, des grosses sommes, comme des petites. Et les gens sont là et mobilisés derrière nous. Et nous, on y croit. Et rien que pour eux, on a envie de continuer, quoi. À 30 km de là, à Mende, dans cette entreprise de recyclage de déchets, Marvejols peut compter sur un autre généreux donateur. Lui n'habite plus la commune endettée, mais il a tenu à faire un geste significatif, un don de 5 000 €. J'ai fait mes études à Marvejols et j'ai monté ma société à Mende. Donc je suis marvejolais de cœur et aujourd'hui ils sont un peu dans l'adversité, donc il faut qu'on soit solidaires et quand une commune a un problème, nous devons nous unir pour sortir de ces moments peu délicats. Ces mamans, elles, refusent de voir l'eau de la piscine municipale croupir plus longtemps. Pour qu'elle ouvre cet été, elles ont donc monté un collectif qui œuvre à trouver des solutions pour faire des économies. Minimiser les horaires d'ouverture, ne pas ouvrir le dimanche, demander à la mairie de nous mettre à disposition du personnel existant à la mairie pour ne pas embaucher des saisonniers.
Puis bon, à partir de là, on devrait arriver à faire quelque chose. Si leur combat aboutit, les petits touristes pourraient donc se baigner cet été. Par contre, pas de feu d'artifice le 14 juillet. Un autre sacrifice que les Marvejolais s'apprêtent à faire au nom de la solidarité. Marvejols en Lozère. Une bonne et une moins bonne nouvelle pour l'attractivité de la France. Le bilan des investissements étrangers l'an passé a été publié. Leur nombre repart à la hausse, assez sensiblement. Mais le nombre d'emplois a nettement fléchi. Justine Veil. La France séduit à nouveau les investisseurs étrangers. En 2014, 608 projets ont été financés par des capitaux venus d'ailleurs, du jamais vu depuis 2010. Et par rapport à l'an dernier, une augmentation de 18%. Les investisseurs n'ont pas hésité à se développer dans l'Hexagone, aidés par la baisse de l'euro face au dollar, qui rend la fabrication française plus compétitive. Le tout dans un contexte plus optimiste, grâce au retour de la croissance. La France reste derrière l'Allemagne, 763 projets, et le Royaume-Uni, 887 implantations étrangères. Une troisième place qui s'explique par un marché du travail français jugé peu flexible et trop cher, de quoi effrayer certains investisseurs. Le nombre d'emplois créés par ces capitaux étrangers est donc peu élevé, 12 577 en 2014, soit 11% de moins qu'en 2013, car les fonds étrangers financent le plus souvent des extensions et non des créations d'usines, et presque jamais l'implantation de sièges sociaux. Ceux qui investissent le plus en France sont les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors, quelles sont ces entreprises étrangères qui viennent s'installer en France ou qui s'y développent? Et quel jugement sur notre attractivité? Voici deux exemples très concrets. Laurie Varman avec nos bureaux à Lille et à Lyon. Voici le dernier investissement de cette entreprise de matériel médical près de Lyon. Le site sur lequel nous sommes en train de construire une nouvelle usine, 18 000 m² pour un projet d'environ 70 millions d'euros. D'ici 2 ans, le futur bâtiment abritera de nouvelles lignes de production et 80 nouveaux employés. Cette entreprise appartient à un groupe allemand qui investit massivement en France depuis 4 ans. On a investi environ 400 000 euros pour avoir toute la logistique de nos ateliers automatisée de cette façon. Pour le directeur du site, si la maison mère allemande parie sur la filiale française, c'est d'abord pour le niveau de qualification de ses salariés. On a recruté des techniciens de très haut niveau, des ingénieurs de très haut niveau, capables de réaliser les équipements, de les faire vivre, de les faire tourner au quotidien. Résultat, l'entreprise a doublé son volume de production en 4 ans. À Lille, c'est un groupe hollandais d'agences de voyage qui vient de s'installer ici. Et c'est la 3e plateforme de bureaux qu'il a inaugurée en France. Le voyage du 3 juin, c'est celui-ci? Pour le directeur du site, pas d'hésitation. La région dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et le marché est porteur. Donc les investissements du groupe aujourd'hui vont essentiellement en France parce qu'on sait qu'il y a une vraie croissance qui est attendue. Et pour baisser les charges, il a trouvé la parade, le travail à domicile, ce qui lui permet de louer des bureaux plus petits et donc moins chers. D'ici 2016, l'entreprise entend embaucher 70 personnes supplémentaires. Ce coup de tonnerre pour l'une des organisations internationales les plus riches et les plus puissantes du monde. 7 dirigeants de la FIFA, la Fédération de football, ont donc été interpellés ce matin à leur hôtel comme des délinquants à Zurich. 2 enquêtes simultanées sont menées en Suisse et surtout aux États-Unis. L'attribution de la Coupe du Monde aurait donné lieu récemment à des dizaines de millions de dollars de pots de vin. Claude Sampère avec notre bureau à Strasbourg. Un responsable de la Fédération internationale de football embarqué discrètement par la police. La scène s'est produite ce matin, à l'arrière de cet hôtel de luxe à Zurich. Au total, 7 dirigeants de la FIFA ont été arrêtés. Tout commence vers 6 h ce matin. Des policiers suisses se présentent à la réception de cet hôtel 5 étoiles. À l'intérieur sont réunis les principaux dirigeants de la FIFA. C'est leur congrès annuel. Ils doivent vendredi élire leur président. Parmi les personnes arrêtées, il y a plusieurs élus de la FIFA, notamment de très hauts responsables des îles Caïmans, du Costa Rica, de l'Uruguay, de Trinité et Tobago. Selon le New York Times, qui a révélé l'affaire, ces hommes sont soupçonnés d'avoir touché des dessous-tables de plusieurs dizaines de millions d'euros pendant près de 20 ans. La corruption porterait notamment sur l'attribution des Coupes du Monde en Afrique du Sud, en Russie et au Qatar.
Ce matin, le siège de la FIFA à Zurich a également été perquisitionné. Cette fois-ci dans le cadre d'une enquête suisse pour des faits de blanchiment d'argent. En pleine tempête, un responsable de la FIFA a expliqué à la presse que la fédération était une victime dans cette affaire et que les prochaines Coupes du Monde n'étaient pas remises en cause. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Que l'on spécule et que l'on se demande si on ne va pas réattribuer les prochaines Coupes du Monde? Les Coupes du Monde en Russie et au Qatar auront lieu, ça c'est un fait. Le président de la FIFA, Joseph Blatter, n'est pour l'heure pas visé par l'enquête. À la tête de l'institution depuis 17 ans et souvent critiqué par le passé pour sa gestion, il a décidé de maintenir malgré la crise l'élection du président vendredi prochain. Il briguera alors son 5e mandat. Oui, coup d'éclat judiciaire et tension diplomatique. Moscou, qui organisera le prochain mondial de football, demande à Washington de mettre fin à cette tentative d'exercer la justice hors de ses frontières. Fin de citation. Et puis on parlait de l'élection. Ce soir, l'UEFA de Michel Platini demande le report du scrutin qui est prévu après-demain. Du nouveau sur la question des migrants qui traversent la Méditerranée. La France est donc invitée à accueillir 9000 personnes de plus pour soulager la Grèce et l'Italie et pour ouvrir la porte aussi aux réfugiés syriens. C'est le plan que Bruxelles a dévoilé tout à l'heure. Marc de Chalvron avec notre bureau sur place à Bruxelles. Un nombre précis, calculé à l'unité près. La France va devoir, selon la Commission européenne, prendre sa part face à la vague d'immigration que connaît le continent. Sur les 40 000 Syriens et Érythréens qui se trouvent actuellement en Italie et en Grèce, la France va devoir accueillir 6 752 demandeurs d'asile. Elle est par ailleurs invitée, sans obligation, à faire venir 2 375 réfugiés qui se trouvent actuellement hors de l'Europe. En tout donc, plus de 9 000 réfugiés à accueillir en 2 ans. Un effort important pour la France qui a accordé près de 15 000 droits d'asile l'an dernier. Le chiffre a été calculé par la Commission européenne en fonction de critères très précis, la population, la richesse ou encore le taux de chômage des pays concernés. La France serait le 2e pays à devoir accueillir le plus de réfugiés. Derrière l'Allemagne, avec plus de 11 000 demandeurs d'asile, viendraient ensuite l'Espagne, la Pologne et les Pays-Bas. La Commission européenne promet de financer les pays d'accueil à raison de 6 000 € par réfugié. Tous ces chiffres ne concernent pas les migrants qui quittent leur pays pour des raisons économiques. Ceux-là ont vocation à rentrer chez eux, d'après la Commission européenne. Bonsoir François Baudonnet, vous suivez ces débats à Bruxelles. Autre information de la journée, l'opération militaire souvent évoquée semble compliquée, beaucoup plus compliquée que prévu. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques jours encore, il y avait ici à Bruxelles un optimisme mesuré, certes, autour de cette opération militaire, mais de l'optimisme tout de même. La chef de la diplomatie européenne s'était rendue à New York pour décrocher une résolution des Nations Unies, une résolution, on le sait, indispensable. Et les discussions étaient fructueuses. Mais ce soir, l'ambiance a un peu changé, à l'image des déclarations de Ban Ki-moon à Bruxelles. Le secrétaire général de l'ONU pense qu'il serait mieux de faire autrement. Alors ce n'est pas lui qui décide, mais c'est la tonalité. Et la vérité, c'est que la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, traîne les pieds et que du coup l'Europe, David, va peut-être devoir se passer d'un élément clé de sa lutte contre les drames en Méditerranée. Merci François. Et puis à propos des migrants, un témoignage. La tentation est-elle trop forte? Des chômeurs ou des commerçants de la région de Calais ont été interpellés récemment. Ils étaient devenus passeurs entre la France et l'Angleterre, passeurs pour quelques milliers d'euros. Mathieu Boisseau, Antoine Husser. Nous avons rendez-vous dans un lieu tenu secret à Boulogne-sur-Mer. Cette commerçante, mère de famille, jamais condamnée par le passé, raconte comment elle est devenue une passeuse de migrants. Pourquoi vous avez accepté finalement? Pour l'argent. Comme toute personne qui va le faire, c'est pour l'argent. Mais vous faisiez de l'argent sur la misère des gens aussi? Oui, après, on n'a pas réfléchi à temps. On n'y a pas pensé. Un jour de septembre, elle et son mari sont approchés directement dans leur commerce par 2 clients de nationalité albanaise. Ils nous disaient toujours qu'on risquait rien. Les femmes, comme on est mère de famille, que nous, il ne peut rien nous arriver. Le marché est conclu rapidement. Les migrants, albanais eux aussi, donnent chacun entre 6 et 8 000 € aux passeurs, qui reversent 2 000 € au couple français,
les chargeant de transporter 2 clandestins dans une camionnette banalisée. C'est eux qui viennent avec 2 personnes et c'est eux qui chargent dans le camion. La camionnette prend la route de Calais, l'entrée du tunnel sous la Manche. Les 2 migrants sont cachés au fond, derrière des piles de cagettes. Vous étiez dans quel état à ce moment-là? Paniqués. On n'est pas, parce que toujours la peur, malgré qu'ils nous disaient qu'on craignait rien, toujours la peur. Vous vous souvenez du premier contrôle de police? Le premier contrôle, c'est aux douanes, quand ils nous font ouvrir le camion. Et là, ils ont ouvert? Ouais. Et ils ont rien? Ils n'ont rien vu. À l'arrivée en Angleterre, la commerçante a rendez-vous à Ashford, sur le parking d'un centre commercial. C'est là qu'elle dépose les migrants et parle avec eux pour la première fois. Bon, ils n'ont pas 20 ans, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ou qu'est-ce qu'ils ont exprimé dans leur regard à ce moment-là? Merci. Ils nous ont dit merci. Le couple empoche 4 000 € et déjà, les passeurs albanais organisent 3 traversées supplémentaires. Les commerçants ne disent rien à leur entourage, jusqu'à l'interpellation en mars dernier. Ce sont les douaniers anglais qui découvrent 2 migrants dans le coffre de la camionnette à la sortie du tunnel. Comment on réagit? Faut faire les imbéciles, dire qu'on n'est pas au courant. C'est ce que vous avez fait? Bah oui. Comme toute personne qui se fait prendre, fait. Et ils vous ont cru? Non. Ce n'est qu'à ce moment-là que cette mère de famille dit avoir pris conscience de la gravité des faits. La garde à vue, c'est dur. Après 24 heures, elle avoue. Et penser qu'on peut perdre nos enfants. Elle risquait 3 ans de prison, elle est finalement condamnée à 12 mois avec sursis et 3 000 € d'amende, comme son mari. Les 2 passeurs albanais, eux, sont toujours en fuite. En bref, la politique et la justice, Claude Guéant devra s'expliquer à l'automne lors d'un procès. L'ex-ministre de l'Intérieur est renvoyé devant le tribunal dans l'affaire des primes en liquide touchées au ministère. Il est mis en examen pour recel de détournement de fonds publics. Un moment solennel en Grande-Bretagne, le gouvernement officialise le futur référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Comme le veut la tradition, c'est la reine Elisabeth II qui l'a annoncé devant le Parlement lors du discours qui marque l'ouverture de la session parlementaire. Bonsoir Loïc Delamornay, vous suivez les événements à Londres. La perspective se rapproche donc un peu plus. Oui, David, effectivement, c'est une journée très solennelle. Une fois par an, la reine vient avec son carrosse à Westminster. Alors, elle est suivie par toutes les caméras du pays. Elle est accueillie par les grands chambellans et elle va prononcer un discours de politique générale devant les députés et les lords du Parlement. Alors, ça n'est pas elle qui fait la politique, c'est celle du Premier ministre élu David Cameron. Mais comme elle est la chef de l'État, eh bien, c'est elle qui l'annonce. Et c'est donc elle qui a eu la charge d'annoncer la tenue de ce référendum qui engagera peut-être l'avenir de toute l'Europe. Je vous propose d'écouter le discours de Sa Majesté, la reine Elisabeth II. Mon gouvernement va renégocier les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Une loi va être promulguée en vue d'organiser avant la fin 2017 un référendum pour rester dans l'Union européenne ou pour la quitter. Voilà, vous venez de l'entendre, les dés sont jetés, David. Dans 2 ans, peut-être même dès l'an prochain, eh bien, le Royaume-Uni divorcera peut-être de l'Europe. Alors pour l'instant, les sondages sont extrêmement flous. Une petite majorité de Britanniques disent qu'ils souhaiteraient rester dans l'Union européenne, mais il y a beaucoup d'indécis. En tout cas, dans les mois qui viennent, David Cameron va tenter d'aller arracher des concessions aux autres partenaires européens. Son idée est de revenir vers les électeurs britanniques en disant « J'ai obtenu des réformes, je vous demande de voter oui à ce référendum ». Mais c'est un pari très risqué et en tout cas, beaucoup de bras de fer commencent. Il rencontrera notamment François Hollande dès demain. Merci Loïc. En bref, encore à l'étranger, les terribles représailles du groupe État islamique à Palmyre, en Syrie. Les djihadistes ont assassiné aujourd'hui 20 hommes accusés d'avoir combattu contre eux. Assassinat par balle devant une foule rassemblée dans le théâtre romain de la ville antique. En France, notre enquête sur une idée, une belle idée pour la vie en ville. Vélib fête ses 10 ans, des vélos en libre service, moyennant une somme modique. Un succès d'image, c'est sûr, un succès de fréquentation, mais quel bilan économique? Philippe Boisserie, Benjamin Lucas avec notre bureau à Bordeaux.
En famille, en costume, en touriste, en accéléré ou encore façon cross, le vélo libre-service fait des émules. À 29 € l'abonnement annuel à Paris, ce moyen de transport est très économique. Mais est-il rentable et qui paye? En tout cas, les usagers ont bien du mal à savoir ce que coûte globalement un vélo à l'année. Je dirais 350 €. 200 € par Vélib. Dans les 1000-1500 € je dirais, à l'année. Peut-être 300 €. Autant dire très loin de la vérité. À Rennes, le coût d'un vélo est de 2413 € par an, 2500 à Orléans, 3267 à Marseille. Quant à Paris, certains l'estiment à 4000 €, mais chez JC Decaux, qui gère le système Vélib, le chiffre est considéré comme totalement confidentiel. Mais les frais sont considérables, à commencer par le travail des régulateurs. Là, je regarde 18e. Là, les stations qui sont vides. Tous les jours, Karim Chabat approvisionne les stations vides ou vide les stations pleines. Tout est piloté d'ici, de ce centre opérationnel. Sur les écrans, chaque station est répertoriée. En bleu, les stations sans vélo. En rouge, celles sans place pour se garer. En vert, tout va bien. Les vélos endommagés sont aussi repérés. Et chaque équipe sur le terrain est alors guidée pour faire les vases communicants. En gros, en une journée, vous faites combien de rotations comme ça? Ça dépend, 7-8 plateaux par jour. Ouais, ça dépend des journées. Donc à peu près une centaine de vélos que vous déplacez comme ça sur la journée. Exactement, c'est ça. Cette régulation représenterait environ 45% du coût total. L'autre gros poste, ce sont les réparations, 35% du budget, et pas mal de boulot pour les mécanos. Là, je suis en train d'effectuer le remplacement d'une lame, car elle était tordue. Je présume qu'on a essayé de voler le vélo. Les vols, le vandalisme, le manque de soins des usagers, tout ici est répertorié, réparé, révisé. Chaque jour, 200 à 250 vélos doivent ainsi passer dans les ateliers. Un chiffre stable année après année. Mais au total, si l'on ajoute les 330 salariés qui travaillent pour Vélib, l'addition est lourde, même si elle est financée sur le budget de la publicité alloué à JC Decaux. Les villes, en l'occurrence, n'ont pas à le financer, puisque ce sont bien les marques qui sont présentes sur les mobiles urbains qui le financent. Une demi-vérité, car si la ville ne dépense rien officiellement, elle touche aussi moins de recettes publicitaires. Et au final, c'est bien le contribuable qui paye. Un transport public, par nature, c'est quelque chose qui est déficitaire. Donc ça participe de l'intérêt général, c'est un service public, et donc il n'est pas illégitime non plus que le système soit déficitaire et donc qu'il soit en partie subventionné par le contribuable. Mais lorsque l'usager des transports en commun parisiens paye 25% de la facture, l'utilisateur de Vélib finance à peine 15% de l'addition. Surtout, certains économistes pointent que d'autres systèmes comme les locations longue durée coûtent beaucoup moins cher. Un système choisi par Bordeaux en 2001. 3500 vélos prêtés gratuitement, mais avec les réparations à la charge de l'usager. Nous avons un taux de vélos qui sont dégradés, non rendus ou volés qui est de moins de 1% par an, ce qui est très très peu. Et à l'arrivée, un budget très modeste de 100 000 € par an. Ce qui n'a pas empêché la métropole bordelaise d'installer en 2010 un système de vélos en libre service. Pour l'image de marque de la ville, pour l'attrait touristique, mais aussi pour la visibilité de la politique écologique. Et tant pis si le coût est beaucoup plus élevé. L'éducation et les derniers jours de cours pour des centaines de milliers de lycéens avant le bac. On a beaucoup parlé des programmes récemment, mais un autre débat traverse l'école. Il concerne l'autorité. Quelles sanctions pour des élèves à qui l'exclusion ne fait plus peur ou qu'elle risque de marginaliser? Depuis 3 ans, les proviseurs ont la possibilité de prononcer des peines d'intérêt général. De quoi s'agit-il et quelle efficacité? Julie Beckrich, Nicolas Métauer. Tu reprends la salade là et tu l'emmènes aux légumes. Tu vois, c'est les légumes. Ce jeune homme de 16 ans, Donald, n'est pas un bénévole des Restos du Cœur comme les autres. Lui n'a pas décidé tout seul de venir rendre service à l'association, c'est son lycée qui l'y a envoyé. En tout, il doit consacrer au resto 20 heures prises sur son temps libre et c'est Michel, bénévole depuis 2 ans, qui le guide. On va à la déchetterie à côté, qui récupère les cartons et c'est une façon de... Michel qui n'hésite pas à reprendre le lycéen quand il est maladroit ou nonchalant. T'as toujours ta casquette sur la tête? Tu sais qu'ici... Bon, allez, tu y vas.
On enlève des casquettes par politesse, tout simplement. Enfin, c'est par respect. Ça, c'est valable aussi pour toi dans ta vie. Si Donald passe du temps au Resto du Cœur, c'est pour éviter l'exclusion du lycée. En octobre, il avait provoqué une bagarre générale à la sortie des cours pour un simple regard échangé avec un autre lycéen. Il me regardait mal. Et moi, je l'ai mal pris. Je suis parti le voir, je lui ai dit pourquoi tu me regardes comme ça, je te connais pas. Et lui, il m'a dit casse-toi, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et il a cru moi j'allais avoir peur de lui. Il a dit oui, là j'ai pas le temps, là je vais en cours. On se revoit à la récré. Ils sont venus. Là ça commence à s'embrouiller, je sais pas pourquoi. Les gens qui les détestaient, je pense. Ça embrouillé comme ça, c'est commence à se taper. Des dizaines d'élèves se battent devant le lycée. La police doit intervenir. 2 lycéens seront exclus définitivement. Mais pour Donald, qui n'a pas porté de coups, le proviseur adjoint a opté pour une sanction plus clémente, le stage au Resto du Cœur, mieux qu'une exclusion qui aurait mis le jeune homme à l'écart. Il y a une brique de lait par personne et par semaine. Aujourd'hui, c'est son dernier jour de stage et Michel confie une nouvelle responsabilité à Donald, la distribution de la nourriture aux bénéficiaires. C'est la corvée ou c'est assez agréable en même temps? C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui vous plaît? D'aider tous ces gens. Et même s'il est discret, le jeune homme ne laisse pas tout le monde indifférent. Et en plus, il est mignon, hein. Ça m'ennuie parce que si j'avais encore 20 ans, je me demanderais en mariage. Le jeune qui est arrivé là n'avait pas forcément conscience de cette réalité. Lui, il a aussi peut-être à prendre conscience de ça pour se dire que sa chance, c'est d'être peut-être dans l'école et de pouvoir s'en sortir et réussir avec l'école. L'heure du bilan avec le proviseur adjoint. Bonjour Donald, asseyez-vous. Globalement, c'est positif, il fait preuve d'une bonne écoute, efficace. Donc c'était pas gagné aussi pour servir les bénéficiaires. Mais problème, Donald n'a pas fait le lien entre la bagarre et la sanction. C'était bien cette idée d'aller au Resto du Cœur. Mais je trouve pas trop le lien. Alors le proviseur adjoint doit lui expliquer encore une fois la démarche. Quelque part, on est bien sur de la réparation. Vous n'avez pas été citoyen dans le cadre de la faute commise, et puis là, vous l'êtes dans le cadre des Restos du Cœur. Dernière étape, Donald devra présenter un exposé aux élèves de sa classe, partager son expérience. L'équipe du lycée attend impatiemment d'entendre le récit du jeune homme. Le dossier de cette édition sur un virage à 180 degrés. L'histoire paraît à peine croyable, pourtant vous l'avez peut-être en mémoire. Il y a quelques décennies, avec l'aval des scientifiques, les autorités ont immergé dans les mers des centaines de millions de pneus. Oui, des pneus pour créer des récifs artificiels et reconstituer des fonds marins. Leur nature toxique avait été mal évaluée. Aujourd'hui, c'est marche arrière toute, une gigantesque opération de nettoyage est lancée. Dossier réalisé par Simon Ricotier avec notre bureau à Montpellier. Des milliers de pneus à perte de vue. En Méditerranée ou au large de la Floride, c'est une pollution sous-marine méconnue. Et pour cause, elle part d'une bonne intention. Dans les années 70 et 80, c'était une idée révolutionnaire. Larguer au fond de la mer tous ces pneumatiques usagés. Il s'agissait alors de créer des récifs artificiels pour héberger la vie marine. En Floride, en 1972, l'opération fut même menée en grande pompe par un géant du secteur, Goodyear. Les visages étaient réjouis, les participants heureux d'être associés à cette belle aventure de recyclage et de diversification du milieu marin. D'un côté, on avait une abondance de pneus usagés. D'autre part, on ne savait pas comment les recycler. Et enfin, on avait des besoins de développer les ressources sous-marines avec des projets expérimentaux. Le but, créer de toutes pièces un habitat pour les poissons, les crustacés et les plantes aquatiques. Mais 40 ans après, voici ce qu'il reste de l'expérience en Floride. Une immense décharge sous-marine. 2 millions de pneus, de voitures, de camions, de tracteurs. Et contrairement à ce qui était prévu,
une vie aquatique quasi inexistante. Alors aujourd'hui, les autorités américaines font machine arrière. Les pneus sont repêchés, un à un. Car avec le temps et le courant, ils se sont dispersés sur plusieurs kilomètres. Et surtout en se décomposant, ils pourraient avoir libéré des métaux lourds, toxiques pour les animaux marins. Des récifs artificiels comme celui-là, il y en a environ 200 à travers le monde. Les eaux américaines comptent par exemple 3 millions de mètres cubes de pneus immergés. Très loin du Japon et ses 20 millions de mètres cubes. En France, il y en a 90 000. Entre Cannes et Antibes, on compte 25 000 pneus immergés. Là aussi, il y a 30 ans, le lieu avait été choisi stratégiquement pour attirer les poissons et encourager la biodiversité. La zone a été choisie à l'époque avec les pêcheurs professionnels, mais aussi sur la base d'études du milieu marin. Et donc c'est un secteur relativement pauvre. On a décidé d'immerger des récifs artificiels pour soutenir la pêche. Contrairement aux récifs faits de béton, les pneus se sont là aussi révélés inefficaces. Ils se sont éparpillés sur plusieurs kilomètres et les poissons n'ont que très peu colonisé la zone. Il y a d'autres types de récifs artificiels qui ont été mis ici et ils fonctionnent très très bien. On a de très beaux poissons. À côté de ça, c'est certain que les récifs artificiels en pneus, eux, se sont dégradés. Donc il est nécessaire, surtout dans un site Natura 2000, de les enlever. 2500 pneus ont déjà été récupérés. Le nettoyage des côtes financé par l'État prendra des années. Mais à terme, tous les pneus immergés ici il y a 30 ans devraient pouvoir être remontés à la surface. Pour terminer, une image qui peut choquer, mais c'est pour la bonne cause. Regardez, pour sauver les rhinocéros, tous les moyens sont bons, y compris leur scier les cornes pour décourager les braconniers. Ces animaux étaient 1 million il y a 2 siècles, on n'en compte plus que 18 000 aujourd'hui. Les autorités kenyanes ont pris les choses en main. Reportage Gérard Grisbeck, Frédéric Ranck. Ce matin, Mike part en chasse. Mais une chasse bien particulière. Aux commandes de son hélicoptère, il traque les rhinocéros pour les sauver. Ils ne sont plus qu'1 millier ici au Kenya. Le premier rhinocéros est repéré. Au bruit que fait l'appareil, l'animal s'affole. Armé d'un fusil, au bout duquel se trouve une seringue, le docteur Mathieu Mutinda s'est improvisé tireur d'élite. L'animal a été touché à l'arrière. La morphine fait son effet. Le rhinocéros titube, puis s'écroule. Et là, il faut aller très vite. La bête est jeune, seulement 1,5 tonnes. Un foulard lui a été posé sur les yeux pour ne pas trop l'effrayer. Et première opération, la découpe de la corne. Elle est dure, mais pas osseuse. Aucun risque pour l'animal. De la kératine, comme nos ongles. Elle repoussera. En attendant, il échappera aux braconniers qui veulent récupérer ses cornes. On perce aussi un trou dans la corne pour placer un émetteur. Comme ça, on pourra le suivre partout où il ira. Ça nous permettra d'intervenir rapidement en cas de besoin. Toute l'équipe médicale s'affaire et fait des prélèvements sur l'animal qui est maintenant répertorié. Tension, température, le rhinocéros est sous assistance respiratoire grâce à cette bouteille d'oxygène. En 20 minutes, tout est fini. Mais le plus dur reste à faire. Faire entrer la bête dans cet habitacle. Groggy, le rhinocéros est prêt pour le voyage. Le check-up s'est bien passé. Nous l'emmenons dans une autre zone. Là, il échappera aux 2 fléaux qui menacent l'espèce. Le braconnage, bien sûr, mais aussi le manque d'espace. Et là, la zone sera suffisamment grande pour lui. Direction plein nord, à 100 km de là. Pour le moment, à l'abri des braconniers. La corne de rhinocéros se vend 2 fois plus cher que l'or, principalement en Asie. Elle aurait des qualités médicinales, ce qui est faux. Cette fois, l'animal retrouve la liberté.
Un moment d'hésitation, un dernier grognement et quelques frayeurs pour les gardiens. Aujourd'hui, 2 rhinocéros ont fait le voyage. Demain, 2 autres feront exactement le même chemin dans les mêmes conditions. La semaine prochaine, il devrait être 11 exactement. Si tout va bien, si ces rhinocéros s'adaptent à leur nouveau milieu, d'autres parcs animaliers devraient faire la même chose. Un mot de tennis enfin, avec l'image du jour sélectionnée par Grégory Naboulet du tennis-football entre Doudisela et Tsonga. Pour la joie du public, Tsonga vainqueur en 3-7, comme Simon, Père, Mahut, mon fils, Wallis et Cornet. Une belle journée donc pour les Français. Qualification également de Wawrinka et de Berdych notamment parmi les favoris. Merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par en mode d'emploi, la météo toujours bleue de Philippe Verdier, puis la série Hôtel de la plage. Demain 20h, ce sera Julien Bugier. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un numéro spécial des paroles et des actes. Le déclin de la France, fantasme ou réalité? Le pessimisme gagne du terrain, mais faut-il y croire? Chef d'entreprise, artisan intellectuel, grand chef, ce sera le grand débat. Demain soir, on mettra tout sur la table. On se quitte avec le chant des partisans par la chorale des enfants. C'était l'un des temps forts tout à l'heure au Panthéon. Je vous souhaite une très belle soirée.